Tout de suite sur BIMM TV. Bienvenue à tous dans cette session d'actualité sur BIMM Télévision. À la une, les lampions se sont éteints ce mercredi au Makutano 2025. Après 2 jours d'intenses débats, dirigeants publics, investisseurs et acteurs du secteur privé sont désormais focus sur de nouveaux caps afin de booster l'économie congolaise. Gouvernance, mines, énergie, transport, les priorités ont été révisitées et les partenaires ont renforcé leur énergie autour d'une même et seule ambition, celle de la RDC plus compétitive. À noter que le forum s'est clôturé sur des engagements concrets et des recommandations fortes. L'accord cadre de paix signé à Doha semble ne pas avoir le dessus sur les égaux de troupes rebelles sur terrain. Les combats se poursuivent, causant le déplacement des millions de personnes dans l'est de la RDC. À Walikale, dans le Nord Kivu, les Wazalendo ont repoussé les attaques de rebelles de l'FCM 23. Selon la radio Kapi, les insurgés venant d'un petit ont tenté de contourner les positions des FARDC et des Wazalendo pour les surprendre à Pinga, cité stratégique de la région. Après une journée de combat, la cité de Mpompi et ses environs restent sous contrôle des Wazalendo qui, aux côtés des forces gouvernementales, bloquent depuis plusieurs mois les tentatives de rebelles pour prendre Pinga. Des combats qui font de nombreuses victimes. Depuis plusieurs jours, les blessés affluent dans le pavillon improvisé de la Croix-Rouge à Béni. Civils, combattants sont victimes de violences liées aux affrontements entre le M23 et les milices Wazalendo et l'armée congolaise. Les équipes médicales sur place sont à pied d'œuvre en urgence, soignant blessures physiques et traumatismes psychologiques. Béni reste un centre vital pour le soin lié au conflit avec plus de 3000 interventions chirurgicales réalisées cette année par le CICR. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. Parlons d'abord sécurité à Walikale, dans le Nord Kivu. Les Wazalendo ont repoussé les attaques de rebelles de l'FCM 23. Selon la radio Kapi, les insurgés venant d'Ompeti tentaient de contourner les positions des FARDC de Wazalendo pour surprendre à Pinga, cité stratégique de la région. Après une journée de combat, la cité de Mpompi et ses environs restent sous contrôle des Wazalendo qui, aux côtés des forces gouvernementales, bloquent depuis plusieurs mois les tentatives des rebelles pour prendre ce village. On l'a dit tout à l'heure, des combats qui interviennent pourtant après la signature d'un accord cadre de paix à Doha entre le gouvernement congolais et le M23. Les hostilités se poursuivent, provoquant de nouveaux déplacements à Béni, dans le pavillon improvisé de la Croix-Rouge. Civils et combattants blessés affluent depuis plusieurs jours. Les équipes médicales débordées prodiguent des soins aux victimes de balles et d'explosions, tout en accompagnant les traumatismes psychologiques. Un reportage de votre rédaction sur les images de nos confrères de Viori Vidéo. Malgré un accord cadre de paix signé à Doha entre le gouvernement congolais et les M23, les hostilités entre les FARDC et ce mouvement rebelle continuent et créant des déplacés, blessés et des morts dans les rangs des civils. Depuis plusieurs jours, les blessés affluent au pavillon improvisé de la Croix-Rouge à Béni. Balles et explosions font de plus en plus de victimes. Quand un patient vient de très loin, même de très proche, physiquement, il a un problème, il a des traumatismes, mais aussi le mental est souvent affecté. Raison pour laquelle, dès que les patients arrivent, nous devons d'abord nous rendre compte que est-ce qu'il a un accompagnant, quelles sont les circonstances dans lesquelles il a eu ses blessures,
est-ce qu'il a une famille qu'il a laissée quelque part? Et tout ça, vous le savez, lorsqu'il est affecté, il avait des programmes, il avait des activités qui sont brusquement interrompues et effectivement, ça doit affecter son état mental, raison pour laquelle nous arrivons à l'accompagner. Pour le personnel médical, les blessés sont nombreux, mais le traumatisme psychologique le sont tout autant. Le 28 octobre, lors de combats contre le M23 et Walikale, Gentil a été blessé vers 14 h et a dû battre en retraite. La douleur de sa blessure l'a marqué profondément. Arrivé à Béni, j'ai reçu de soins qui ont considérablement soulagé ma douleur. Les traitements prodigués par le personnel médical du pavillon de la Croix-Rouge se distinguent par leur qualité et leur efficacité, offrant aux victimes un accompagnement complet. J'ai été grièvement blessé par balle lorsque 2 hommes armés ont pris d'assaut mon domicile. Les tirs aléatoires et violents ont provoqué de multiples blessures sur mon corps. Après des soins d'urgence à l'hôpital général de Isha, j'ai été transféré au pavillon du Communauté internationale de Croix-Rouge où le personnel médical me prend en charge. Je suis victime de la violence armée dans mon propre pays. Depuis quelques années, le pavillon du CICR offre des soins gratuits aux victimes de la guerre et a déjà réalisé plus de 3000 interventions chirurgicales cette année. Béni est devenu un centre névralgique de soins liés au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Je le disais au sommaire de cette édition du journal, c'en est terminé avec le forum Makutano édition 2025. Décideurs publics et privés se sont donné rendez-vous durant 2 jours pour des échanges fructueux autour des questions de la gouvernance des mines, de l'énergie et du transport. Plusieurs engagements pris précédemment ont été redéfinis après des conclusions, recommandations et de nouveaux partenariats signés. Cette édition Makutano marque une avancée notable dans la réflexion sur le contrat du Congo. Rideau baissé à Makutano 2025, une édition qui aura réuni dirigeants publics, investisseurs et experts autour des décisions clés pour l'avenir économique de la RDC. Après 2 jours d'intenses débats, les parties prenantes ont livré les recommandations et tracé les axes prioritaires pour une transformation durable de l'économie nationale. Si la première journée a été consacrée à la crédibilité de la gouvernance et au secteur minier, la deuxième journée, elle, a mis en lumière les défis du secteur énergétique entre le rêve du Grand Inga et les exigences actuelles de connectivité. La RDC joue un rôle primordial, du fait d'abord de son potentiel, puisqu'on est en train d'évoquer ici l'apport de ce mix énergétique. L'avantage, c'est que la RDC, déjà avec le plus grand potentiel hydroélectrique que nous avons, ça se présente comme une solution non seulement à la décarbonisation, parce que c'est une énergie propre qui arrive en soutien, avec l'hydroélectricité qui coûterait beaucoup moins cher, mais qui a des capex importants, autant que le solaire qu'on est en train de présenter aujourd'hui. Les analyses, effectivement, ont été exécutées dans ce cadre-là, parce qu'il y a eu le développement d'infrastructures et le choix sur les types de solutions s'est fait par l'inexistence du réseau interconnecté partout. Un autre panel s'est penché sur la mobilité, le transport et la connectivité inclusive en RDC, des secteurs déterminants pour le développement et l'intégration du pays. La mobilité, le transport, il y a bien sûr le transport aérien, comme vous l'avez dit, le transport routier, le transport ferroviaire, maritime. Tout ça fait ensemble que nous devons articuler et surtout mener les réformes qu'il faut. Parce que le monde bouge et il faut que l'RDC bouge au même niveau et certainement à la même vitesse que ce que nos voisins sont en train également d'opérer et également le monde dans l'Occident qu'au niveau de l'Asie également, lequel nous sommes également très liés au niveau du commerce. Après 4 panels thématiques, l'engagement renouvelé du Makutano rassure et laisse espérer des actions concrètes capables de stimuler durablement l'économie nationale. L'édition 2025 aura ainsi permis d'aboutir à plusieurs résolutions majeures
visant à renforcer la gouvernance, optimiser les secteurs stratégiques et attirer davantage d'investissements. Autre chose, les magistrats du réseau pour l'application du protocole de Maputo REMAP 14 se mobilisent pour accélérer l'intégration de cet instrument juridique déjà ratifié par la RDC dans les lois nationales, réunis autour d'un atelier stratégique. Ils attendent de transformer ce protocole consacré à la protection et aux droits des femmes en un levier concret d'action judiciaire sur le terrain. À côté des avancées significatives dans l'application du protocole de Maputo en République démocratique du Congo, le réseau des magistrats pour l'application de ce protocole relève des défis. Dûment ratifié par la RDC, cet instrument de haute importance pour les droits des femmes, publié au journal officiel depuis 2018, n'a toujours pas été intégré dans les législations internes. Le REMAP 14, association des magistrats qui vise la sensibilisation, la vulgarisation du protocole de Maputo, précisément en son article 14, alinéa 2C, renforce les capacités des magistrats sur les techniques de plaidoyer. C'est le sens de ce recyclage à Kinshasa. Cet atelier est donc un espace d'apprentissage, d'écoute et de construction collective afin de doter à chaque participant des outils nécessaires afin de faire ce plaidoyer de la révision de nos lois internes. Grâce à notre partenaire MSI RDC, dont l'appui constant rend possible de moments comme celui-ci. Présentation des lois lacunaires et non harmonisées avec les dispositions du protocole de Maputo, comment mener le plaidoyer, auprès de qui, autant de points au menu de ces 2 jours d'atelier appuyés par MSI. C'est pour initier les magistrats au plaidoyer, aux techniques de plaidoyer. Le plaidoyer, c'est pour harmoniser les textes des lois qui sont lacunaires, aux nouvelles lois, notamment au protocole de Maputo, qui prévoit beaucoup de dispositions par rapport aux droits de la femme. Donc il faut harmoniser quelques textes des lois, beaucoup de textes qu'on doit harmoniser, notamment le code pénal. Nous avons aussi la loi sur la santé publique. Nous avons également la loi sur la protection de la femme. À l'issue de cet atelier, les participants adopteront l'argumentaire du plaidoyer pour la révision des dispositions pertinentes des lois visées. La suite se fera conformément à la planification et la mise en œuvre des actions du plaidoyer du REMAP 14. La République démocratique du Congo poursuit sa démarche vers la souveraineté industrielle et la valorisation optimale de ses ressources naturelles. Le directeur général du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses a représenté le pays à la 2e édition du Congrès international de mines au Maroc qui s'est tenu du 24 au 26 novembre dernier. À Marrakech, la République démocratique du Congo affiche ses ambitions dans le secteur minier. À l'occasion de la 2e édition du Congrès international des mines, tenu du 24 au 26 novembre au Maroc, le directeur général du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification de substances minérales précieuses et semi-précieuses a mis en avant la vision du président Tshisekedi de doter les pays d'un réseau logistique intégré et d'outils modernes de contrôle au service de la souveraineté économique. Placé sous le thème « Métaux stratégiques et critiques », le Maroc, un pôle industriel et technologique ouvert à la création des valeurs régionales et mondiales, la rencontre a réuni experts, investisseurs et décideurs autour des enjeux de la transition énergétique, portés notamment par le cobalt, le lithium et le nickel. Il y a eu plusieurs discussions et notamment aussi en ce qui concerne le corridor que le Maroc est en train de mettre en place, qui fait bénéficier au peuple marocain d'un système ferroviaire qui est très, très, très important et qui facilite le transport de minerais de Maroc, notamment aussi le véhicule et les différents produits qui sont fabriqués ici sur place au Maroc.
Le modèle marocain, fondé sur un corridor logistique moderne et un réseau ferroviaire performant, suscite l'intérêt de plusieurs pays producteurs, dont la République démocratique du Congo. La logistique est un élément intégrateur, est un élément important qui permet justement à un pays de pouvoir bénéficier des effets de la production interne. Et ce n'est pas un secret, vous savez que la République démocratique du Congo regorge une grande quantité, une quantité importante de minéraux stratégiques qui sont réclamés à travers le monde. Et en ce jour, nous sommes en train de travailler pour que le port de Banane, que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de mettre en place, soit opérationnel, et les autres corridors, notamment le corridor de l'Obito, qui pourra faciliter la logistique en République démocratique du Congo. Pour le directeur général du CEC, la richesse minière congolaise ne peut être pleinement valorisée sans un système efficace de transport, des transformations et des contrôles. En marge du congrès, la délégation congolaise a échangé avec des décideurs africains et des investisseurs internationaux pour mettre en lumière les réformes engagées depuis 2019. La participation du CEC illustre la volonté de la RDC de privilégier la transformation locale et de s'imposer progressivement comme un pôle industriel et logistique régional. La RDC a franchi une étape majeure dans son intégration au commerce international. 99% de produits made in DRC, dont le cacao, le café et les épices, accèdent désormais au marché britannique sans droit de douane. Cette avancée a été officialisée ce mardi à Kinshasa lors du lancement du tout nouveau partenariat commercial entre le Royaume-Uni et la RDC en présence du ministre du Commerce extérieur, Julien Palouque, et de l'ambassadrice britannique Alison King. C'est un pari gagné par la République démocratique du Congo qui consolide davantage son intégration dans le commerce international. Le partenariat commercial Royaume-Uni, République démocratique du Congo, avec l'entrée de 99% de produits made in DRC, dont le cacao, les cafés et les épices sur le marché britannique sans paiement de droits de douane, a été lancé ce mardi 25 novembre 2025 à Kinshasa par le ministre du Commerce extérieur Julien Palouque et l'ambassadrice britannique en RDC Alison King. Ce partenariat commercial qui repose sur 4 piliers, notamment la facilitation des échanges avec l'appui au portail d'information commerciale PIC et à la dématérialisation des opérations commerciales, le renforcement des capacités des producteurs, des petites et moyennes entreprises et du personnel des administrations publiques concernées, mais aussi la facilitation de l'accès aux marchés mondiaux en mettant l'accent sur le respect des qualités et des normes internationales, a été salué par le gouvernement congolais par l'entremise du ministre du Commerce extérieur. Les Congolais constatent que le président de la République, Félix Tshisekedi, il est en train de bâtir un pays plus beau qu'avant. Il a voulu ouvrir le Congo au monde. C'est comme nous allons commercer avec le Royaume-Uni, c'est de demander qu'il y ait une ligne aérienne directe Kinshasa-Londres avec British Airlines. Et donc c'est un message que je lance aux opérateurs économiques congolais. Que tous ces producteurs locaux qui se trouvent aussi bien à Kinshasa que dans les 26 provinces, qu'ils sachent désormais que des produits congolais vont désormais entrer sur les marchés britanniques sans paiement des frais de douane. Le Royaume-Uni, à travers ce régime de préférence, vient ainsi appuyer la RDC à consolider son intégration dans le commerce international, a fait attendre la diplomate britannique, tout en ajoutant que le commerce entre la RDC et le Rwanda doit être légitime et légal. C'est vraiment formidable de voir autant d'enthousiasme pour un commerce plus intégré entre nos deux pays. La RDC a le potentiel de devenir une force mondiale, pas uniquement dans le foot, mais aussi sur le marché des produits agricoles. Signalons que cet événement a marqué également le lancement d'un important programme d'aide au commerce congolais avec l'appui du Centre du commerce international CCI, de Trademark Africa et de British Standards Institute. En santé, cette sensibilisation sur les méthodes de contraception qui a été menée ce mardi à l'université de Kinshasa par la structure DKT internationale
Objectif, informer le jeune sur les outils de prévention, encourager des comportements sexuels responsables et réduire les risques de grossesse non désirée. En s'adressant directement aux étudiants, Décaté International entend renforcer l'accès à une information fiable et rappeler que la santé sexuelle reste un enjeu majeur pour l'avenir de la jeunesse congolaise. Accueillie avec enthousiasme, la campagne des sensibilisations sur la méthode de contraception a suscité un vif intérêt et un sentiment de soulagement parmi les étudiants de l'université de Kinshasa. Décaté International, fidèle à sa mission de fournir aux couples et aux individus des solutions de contraception abordables, notamment dans la lutte contre les VIH-Sida et les infections sexuellement transmissibles, ainsi que pour l'accès à des soins complets en matière de contraception, a profité de cette rencontre pour présenter les différentes méthodes disponibles tout en insistant sur l'importance d'une sexualité responsable et informée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de grossesses non désirées. Il y a beaucoup d'enfants de la rue qui sont issus de grossesses dont les parents ou les couples n'avaient pas désiré. Et ça constitue un fléau parce que nous voyons que ces enfants sont abandonnés dans les rues. Et lorsque l'on va en amont, on va voir qu'il y avait le manque d'utilisation de la contraception. Et le fait de pouvoir en parler comme ça, ça permet de pouvoir briser certains stigmates et de mieux comprendre les avantages de la planification familiale. Cette initiative a également été une opportunité pour les étudiants du domaine médical qui voient une occasion unique de mieux comprendre les enjeux liés à la santé sexuelle. Le docteur nous a révélé dans l'état de somnambulisme sur la prévention des infections sexuellement transmissibles. Nous étant les futurs médecins, et nous avons maîtrisé, je suis sûr, on va appliquer ça sur le terrain. La pilule à prendre tous les jours, ça peut être compliqué pour certains à cause des oublis. Parce que là, normalement, si tu oublies, tu dois suivre d'autres instructions. Par exemple, c'est protégé pendant une semaine. Et ça arrive à beaucoup de gens d'oublier. C'est pas facile pour tout le monde de prendre une pilule chaque jour à la même heure. Donc c'est fréquent d'oublier. Alors la pilule d'urgence, tu le prends une fois les 12 heures, 24 heures après rapport. Je pense que c'est plus pratique. Avec cette campagne, Décaté International entend non seulement renforcer la sensibilisation et l'accès à la santé sexuelle à l'échelle internationale, mais aussi promouvoir le même standard et bonnes pratiques en RDC afin que chaque jeune puisse bénéficier d'informations fiables et des solutions adaptées. Interdiction de motion dans les assemblées provinciales. Cette instruction du ministère de l'Intérieur et Sécurité continue à alimenter les débats et reste controversée, cas de le dire, de la province du Congo central après la décision collective de quelques députés provinciaux de suspendre leur participation aux plénières jusqu'à la validation de la motion contre le gouverneur. C'est au tour de l'autorité coutumière de prendre position à travers son représentant pour appuyer la décision du gouvernement central. Les honorables membres des bureaux doivent conduire les assemblées respectives à adopter une résolution suspendant les pétitions et les motions pendant cette période de guerre. Cette instruction du ministre de l'Intérieur portant interdiction des motions contre l'exécutif dans les assemblées provinciales pour préserver la stabilité des institutions suscite controverse dans son application. Cette décision n'est pas la bienvenue dans la province du Congo central où les députés provinciaux affichent leur opposition. C'est pourquoi nous rejetons en bloc toutes les décisions prises par le bureau en violation des textes légaux tout en fustigeant les comportements de celui-ci. Ainsi donc, au vu de ce qui précède, nous suspendons momentanément notre participation aux plénières jusqu'à ce que le bureau aura inscrit les points relatifs à la résolution des motions contre le gouverneur et membres du bureau dans l'ordre du jour de nos plénières. Se présentant comme un conciliateur dans l'esprit d'apporter des solutions, Foumoudi Fima, président du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière, a expliqué sa démarche. Objectif, pérenniser la vision du chef de l'État. Le pays est en guerre, les pays cherchent à s'en sortir. Et quand le président dit qu'il veut voir les institutions rester calmes, c'est aussi considérer que le premier qui doit l'accompagner, c'est la province du Congo central à qui il a donné l'exécutif de la gestion du pays. Et donc là où le chef de l'État a donné une instruction, quoi que soit la forme, nous sommes d'abord appelés à ces respects-là.
Et moi, ma présence, c'est d'abord sur ça. Et nous, gardiens de l'identité de la province, en sortir. Et quand le président dit qu'il veut voir les institutions rester calmes, c'est aussi considérer que le premier qui doit l'accompagner, c'est la province. Un conciliateur dans l'esprit d'apporter des solutions, Fumudi Fima, président du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière, a expliqué sa démarche. Objectif, pérenniser la vision du chef de l'État. Le pays est en guerre, le pays cherche à s'en sortir. Et quand le président dit qu'il veut voir les institutions rester calmes, c'est aussi considérer que le premier qui doit l'accompagner, c'est la province du Congo central à qui il a donné l'exécutif de la gestion du pays. Et donc là où le chef de l'État a donné une instruction, quoi que soit la forme, nous sommes d'abord appelés à ces respects-là. Et moi, ma présence, c'est d'abord sur ça. Et nous, gardiens de l'identité de la province, nous avions pensé très vite descendre, voir le représentant du chef de l'État, Kwangi Bilolo, et également, après l'avoir vu, aller à la rencontre du président de l'Assemblée, qui est celui qu'on appelle le Sénat. Et donc c'est du Sénat que sort la sagesse. Quant aux autres provinces, cette décision fait également couler encre et salive, soulevant ainsi des questions sur l'autonomie et la liberté d'exercice dans les entités territoriales décentralisées. On va reparler santé dans cette édition du journal organisé au mois de novembre de chaque année. La campagne Novembre Bleu est dédiée à la santé masculine. Cette année, l'attention a porté sur le cancer de la prostate, une campagne avec tout son sens puisque plusieurs hommes ignorent jusqu'à ce jour l'importance de cette maladie. Vous allez le suivre dans ce grand dossier. Après la campagne Octobre Rose, place à Novembre Bleu. Ce mois est consacré à la sensibilisation sur la santé masculine, notamment sur les cancers urologiques, dont le cancer de la vessie, le cancer des reins, le cancer des testicules et surtout le cancer de la prostate. Mais pourquoi mettre l'accent sur cette maladie? Le docteur urologue Dieudonné Mouningo en donne les raisons fondamentales. On fait la sensibilisation parce que le taux de mortalité est élevé et aussi les gens consultent souvent au stade tardif chez nous ici, en particulier au Congo, en RDC et généralement en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne. Le cancer de la prostate constitue un problème majeur de santé publique. La prostate, organe essentiel à la fertilité masculine, peut développer silencieusement des cellules cancéreuses en raison de certains facteurs de risque. Les facteurs de risque, j'insiste, d'abord c'est l'âge avancé, donc 50 ans et plus, ça c'est l'OMS, on est un sujet à risque. Deuxième facteur de risque, c'est le surpoids, l'obésité. Ce n'est pas bon que l'homme ait un peu plus de poids que ce qui est prévu. Ça fait courir non seulement les risques de maladies cardiovasculaires, mais également le risque de cancer de la prostate. Et autre facteur, c'est un peu lié à tout ce qu'on appelle perturbateurs endocriniens. C'est un gros mot qui veut dire quoi? C'est toutes les substances chimiques qui sont dans l'environnement immédiat de l'homme. Malheureusement, ces substances chimiques vont entrer en interaction, vont perturber le fonctionnement, le bon fonctionnement des hormones. Et ces dysfonctionnements vont entraîner chez certaines personnes qui ont fait des prédispositions le cancer de la prostate. De façon globale, il y a des facteurs donc modifiables liés à l'environnement, il y a des facteurs non modifiables, c'est lié à l'homme. Comme beaucoup d'autres cancers, le cancer de la prostate est souvent asymptomatique. Ce n'est qu'à un stade avancé, lorsque les métastases apparaissent, que certains symptômes peuvent se manifester. Ce sont des troubles urinaires, des jets urinaires faibles. Il y en a qui viennent, ils vont vous dire, non docteur, depuis un certain temps, je ne sais pas contenir les urines. Dès que j'ai envie de pisser, si je ne vais pas vite, je suis mouillé. Donc on appelle ça chez nous les urgenturies. Il y en a qui sont totalement mouillés parce qu'il y a un trop plein dans la vessie et qui s'écoule, nous appelons ça, dans nos termes savants, c'est la miction par régorgement. À la longue, les malades vont vous dire, quand je vais uriner, je dois uriner 2 fois. Donc j'urine
Et ça donne l'impression que ma vessie n'est pas totalement vide. Et je suis obligé d'attendre et d'aller uriner 2 fois. Donc c'est la miction en 2 temps. La population connaît-elle l'existence du cancer de la prostate et comment prévient-elle cette maladie? Les avis sont diversifiés. Chaque garçon a ce qu'on appelle prostate. Mais ça devient une maladie si la personne ou bien le garçon fait trop de relations sexuelles. Donc s'il connaît beaucoup de femmes, il peut avoir cette maladie à la longue. Pour éviter à cette maladie, je me préserve aux femmes. Oui, donc je ne peux pas commencer à faire des relations sexuelles chaque fois, de peur que j'attrape cette maladie à la longue. Pour dire que j'ai déjà vu quelqu'un qui souffrait de ça, non. Mais quand même, j'ai déjà attendu. Il y a une amie qui m'avait dit que non, son cousin, il souffrait de prostate, au fait. Bon, normalement, quand on a ça, il y a des symptômes qu'on peut constater, mais non, il faut seulement consulter les médecins du domaine pour qu'on puisse se soigner. Le professeur Bienvenu Léboisé, expert en anatomie et cytologie pathologique, insiste sur le dépistage précoce comme moyen sûr et efficace de prévention. Les cancers de la prostate diagnostiqués tôt dans la glande prostatique est guérissable. Donc attention, il faudra donc faire attention en suivant les conseils que nous donnons, en se faisant dépister régulièrement à partir des 45 ans, j'insiste, pour les hommes qui ont des antécédents, et 50 ans pour ceux qui n'ont pas d'antécédents. La vigilance reste donc essentielle pour éviter cette maladie silencieuse. À l'international, à Bethléem, la célèbre papa mobile du défunt pape François est désormais exposé à l'église de la Nativité après avoir été transformé en clinique mobile. Le véhicule offert en 2014 par le président palestinien Mahmoud Abbas avait transporté le pape lors de sa visite à Bethléem. De la papa mobile à la clinique pour enfants de Gaza, un symbole de paix et d'espoir trône désormais sous vitrine. La papa mobile, autrefois utilisée par le défunt pape François, transformée en clinique mobile pour soigner les enfants de Gaza. Ce véhicule emblématique qui avait transporté le souverain pontife lors de sa visite à Bethléem en 2014 devient aujourd'hui un instrument de solidarité concrète. Nous sommes à Bethléem, ville de paix et d'amour. Cette voiture n'est pas seulement un véhicule. Elle porte un message fort. Avant sa mort, le pape François en avait fait don pour qu'elle devienne un clinique mobile, spécialement destinée à soigner les enfants de Gaza. Cette voiture représente l'amour du pape François pour le monde entier. Elle rappelle que, même dans le moment difficile que nous avons traversé et que nous traversons encore, la solidarité et la compassion peuvent transformer la vie les plus vulnérables. Avant sa mort en avril, le pape François avait béni l'initiative et confié sa mise en œuvre à Caritas Jérusalem, qui a transformé les véhicules en cliniques capables d'accueillir et de soigner jusqu'à 200 enfants par jour. Peter Brown, secrétaire général de Caritas Suède, souligne que cette initiative concrétise la vision humanitaire du pontife, offrant un soutien vital aux enfants les plus vulnérables. Offerte à l'origine par le président palestinien Mahmoud Abbas, cette papa mobile, témoin d'un moment historique, se réinvente aujourd'hui en symbole de soins et de fraternité pour Gaza. On va finir avec ce reportage en sécurité à Kinshasa avec un motard blessé par 3 balles tirées à bout portant par un major de la police militaire commis à la régulation de la circulation à Binza-Upen dans la commune de Ngalieba. Il aurait refusé de payer une taxe illégale imposée par ses agents de l'ordre, une taxe de parking après leurs installations de B1 TV où ils sont venus dénoncer le fait. Des motards en colère venus s'exprimer dans les installations de B1 Télévision. Ces derniers ont tenu à dénoncer les tracasseries routières orchestrées par les agents de la police militaire et qui finalement tournent à l'insécurité. Ce mercredi, l'un des leurs a été victime après avoir reçu 3 coups de balle
pour avoir refusé de payer une taxe illégalement imposée par ses agents de sécurité. Ça fait plus d'1 mois. Tous les tracassés à niveau 0. Et comment qui bazoya, bazosenga bino mbongo, avant bana kobula. Babi que non mbongo chaque jour pour ça versement par biso, avant bana kosala musala. Alors, nenga to mona que non tracassé za makasi baza bien armé jusqu'au da. To le baki to kosala contre force na bango te. Te tuni bango et senga mbongo boni pour to bula na journée. Basengi biso pour ça chaque journée 150 000 francs. Na biso no so mota. Donc parking balobi ke bango nde baza wana bakolia la mbongo ya bamotard baza na mbongo mosusu bakolia la te basili bango na nzela mpona kolia la mbongo etali bamoto. Des installations de B1 Télévision au domicile du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, les protestataires se sont rendus au domicile de Jacquemain Chabani qui, alerté à partir de l'étranger, a instruit en urgence un escadron de la police nationale pour une enquête. Rappelons que ces agents de la police militaire ont été déployés dans le cadre de l'opération de soutien aux agents de la PCR pour réguler la circulation dans la capitale. Un déploiement qui semble tourner de plus en plus à une insécurité installée par ceux censés sécuriser la population et aussi réguler la circulation. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.